Nigeria, le défenseur du leader Nnamdi Kanu, incarcéré, demande sa mise en liberté. En Zambie, la commission d'observation de l'Union européenne appelle au calme. Elle a rendu les conclusions de ces observations pour les élections. Nouveau retard dans le paiement des fonctionnaires au Zimbabwe. Le gouvernement dit être à court de liquidité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur Sika. En Zambie, au lendemain d'accusations de fraude lancées par le principal candidat de l'opposition, la mission d'observation de l'Union européenne qui avait déployé 120 observateurs a appelé au calme samedi. Elle a également rendu les conclusions de ces observations durant la campagne électorale et les élections générales. La responsable de la mission d'observation de l'Union européenne pour plus de précisions. La commission électorale a fait des efforts pour augmenter la transparence de l'administration électorale, mais elle a quand même raté des opportunités d'aller encore plus loin, vu qu'elle n'a pas autorisé les observateurs internationaux ou locaux à accéder à un certain nombre d'activités importantes. Nous avons trouvé que les médias de l'État ont systématiquement pris parti et ont échoué à couvrir de manière juste et équitable les campagnes électorales. Au Gabon, la campagne présidentielle a officiellement commencé samedi à 15 jours du scrutin à un tour du 27 août. Cette campagne démarre avec une nouvelle démonstration de force annoncée du président sortant Ali Bongo Ondimba face à ses 13 rivaux qui peinent à trouver des espaces d'expression. Les ambassades de France et des États-Unis, la délégation de l'Union européenne et le représentant des Nations Unies ont demandé aux autorités gabonaises d'assurer la liberté d'expression, d'association et de réunion, ainsi qu'un accès équitable aux médias publics lors de cette élection dans un communiqué conjoint de ce vendredi. Notons que le président Bongo a tenu samedi, un grand meeting dans un grand stade près de Libreville. En République démocratique du Congo, à présent, les évêques de la conférence épiscopale du Congo ont entamé la consultation avec les acteurs de la crise. L'objectif de cette rencontre est d'aboutir à un consensus permettant la réalisation du dialogue inclusif. Après le facilitateur de l'Union africaine, l'UDPS et allié, le G7, ainsi que la dynamique de l'opposition et l'opposition républicaine, les évêques de la Kenko ont donc vendredi reçu le mouvement de libération du Congo et la société civile. La démarche entreprise par les évêques semble être acceptée par tous. Après la rencontre entre les différents membres de l'opposition, de la majorité ainsi que des organisations internationales en vue d'aboutir à un consensus permettant la réalisation du dialogue inclusif, la SENCO était face au mouvement de libération du Congo, parti cher à l'opposant Jean-Pierre Bemba. Pour son secrétaire général, le mouvement de libération du Congo tient au respect strict de la Constitution. Le parti ne veut pas du dialogue politique qui bougerait la Constitution. Le mouvement de libération du Congo prône le dialogue technique pour décrisper la crise actuelle. Le médecin n'est pas concerné par la problématique de la facilitation parce que nous ne sommes pas dans cette démarche d'un dialogue politique. Les dialogues techniques, oui. Et pour nous, un dialogue technique permanent à chaque fois qu'il y a des besoins, c'est ça notre logique. Nous ne sommes pas d'accord avec un quelconque dialogue politique qui dérogerait au principe sacro-saint de la Constitution en ce qui concerne le mandat, la durée, le mandat du chef de l'État, etc. En échange avec l'Église catholique, l'Alliance des leaders et le comité de sages de la société civile prennent le dialogue. Lors de cette rencontre avec les évêques, la société civile pense que le dialogue actuel doit, en plus des sujets conjoncturels, s'épancher sur la question du système de gestion et de gouvernance du pays. Car le changement des hommes ne suffirait pas pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous allons, en compagnie de la conférence nationale épiscopale du Congo, tout faire
pour que le facilitateur, son Excellence, M. Edem Kojo, puisse conduire le dialogue à bon port dans l'intérêt aussi bien des acteurs politiques que des populations sans ambition politique. Les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Joseph Kabila se sont rencontrés vendredi dans l'ouest du Rwanda. Ils s'y sont engagés à redynamiser leurs relations marquées depuis de longues années par la défiance. Plus de précisions à travers ce reportage. Les deux chefs d'État, accompagnés de délégations ministérielles de haut niveau, se sont entretenus dans la ville de Rubavu, au Rwanda, à la frontière avec la République démocratique du Congo. S'agissant de la coopération dans le domaine de la sécurité, les deux parties se sont félicitées des progrès réalisés dans les efforts visant à l'éradication des forces négatives et ont également souligné l'importance de la mise en place d'un mécanisme étroit d'échange de renseignements. Tant qu'il y aura des FDLR, on va continuer avec les opérations. Alors la question, ce n'est pas de savoir ce que nous comptons faire, mais plutôt ce qui se fait sur le terrain. Ce qui est en train de se faire sur le terrain, et sont les opérations qui sont en cours. Dans la province ici du Nord Kivu et bien entendu une partie de la province du Sud Kivu. Outre le volet sécuritaire, les présidents Kagame et Kabila ont convenu vendredi de renforcer la coopération des deux pays dans les domaines du commerce transfrontalier et de l'énergie, notamment dans l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu. Ils se sont également engagés à des efforts mutuels pour la redynamisation de leurs relations bilatérales, notamment par l'intensification des relations diplomatiques entre leurs deux pays. Au Nigeria, l'avocat du leader pro-Biafra incarcéré, Nnamdi Kanu, affirme que son client n'a aucun lien avec le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, ni aucun autre groupe militant qui serait en train de négocier en son nom avec le gouvernement nigérien. Il demande par ailleurs sa libération. Vous vous souviendrez aussi que son Excellence Alpha Ademola de la Haute Cour fédérale d'Abuja a rendu une ordonnance le 17 décembre 2015, lorsque le tribunal a ordonné au service de sécurité de l'État de libérer sans condition Nnamdi Kanu. Ce ne fut pas un ordre de le libérer en attendant le dépôt d'une autre accusation portée contre lui. Cette ordonnance, rendue par son éminence le juge Ademola, n'a toujours pas été respectée jusqu'aujourd'hui. C'est sur cette note que nous tenons à informer le monde entier et l'opinion publique du Nigeria que Nnamdi Kanu n'a aucun lien que ce soit, contact, lien ou toute forme de relation avec les membres du MEND, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger. Ainsi, les membres du mouvement pour l'émancipation du delta du Niger n'ont pas autorité directe, explicite ou implicite, pour représenter ni Nnamdi Kanu ni le peuple indépendant du Biafra dans toute négociation en cours entre le MEND et le gouvernement fédéral. En Égypte, tout en appelant les femmes à réduire la consommation d'eau et d'électricité, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est dit prêt samedi à mettre en œuvre des réformes drastiques, et ce pour relancer l'économie du pays. 2 jours après un accord de près de 12 milliards de dollars, soit 10,75 millions d'euros, avec le Fonds monétaire international, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est dit prêt ce samedi à mettre en œuvre des réformes drastiques et douloureuses pour relancer l'économie du pays. En échange de ce prêt, les experts estiment que l'Égypte pourrait être amenée à adopter des réformes douloureuses pour la population comme une TVA généralisée, une réduction du nombre de fonctionnaires, mais surtout la diminution, voire la suppression des subventions pour des produits comme l'électricité ou l'essence. Toutes les décisions difficiles que beaucoup ont eu peur de prendre au fil des dernières années, je n'hésiterai pas une seconde à les prendre. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui s'exprimait lors d'un discours retransmis par la télévision, a en outre critiqué l'administration égyptienne jugée pléthorique. Le gouvernement a déjà réduit les subventions pour l'électricité, entraînant une montée des prix. Afin de rendre la facture moins douloureuse pour les foyers, le président a lancé un appel aux Égyptiens et en particulier à la grande femme égyptienne pour
pour réduire la consommation d'eau et d'électricité. Il faut dire que malgré une aide massive des monarchies pétrolières du Golfe, l'Égypte n'a pas réussi depuis la chute du président Hosni Moubarak en 2011 à redresser une situation qui a conduit son économie quasiment au bord du gouffre. Au Zimbabwe, le gouvernement est à court de liquidités et va de nouveau différer le paiement de ses fonctionnaires fin août. Cette mesure avait alimenté le mois dernier un mouvement de contestation du régime du président Robert Mugabe. Les soldats zimbabwéens sont normalement les premiers à être payés les 14 ou 15 de chaque mois. Mais la ministre des Services publics, Priska Mompofumira, a prévenu que l'armée ne serait payée que le 23 août. Les personnels de santé le 26 et la police le 30. Les enseignants et le reste de la fonction publique devront attendre la première semaine du mois de septembre. Notons que ces retards devraient provoquer un nouveau mécontentement chez les fonctionnaires qui font déjà face à une hausse du coût de la vie. Puis, venons-en au Bénin, la récente décision du gouvernement de retenir certaines universités plutôt que d'autres pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur alimente la polémique. Afin de renseigner sur les réelles intentions du gouvernement, Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a tenu un point de presse samedi. Elle s'exprime au micro de Juste Danrissou. Nous voulons redonner au Bénin sa marque de noblesse, c'est-à-dire Bénin, quartier latin de l'Afrique, de manière à ce que ces universités attirent les étudiants et les étudiantes de la sous-région et du monde entier. Et lorsque nous avons regardé la classification internationale du type éducation produite par l'UNESCO, nous nous sommes dit qu'il y a possibilité de revoir les choses autrement. Et cette classification nous a conduit vers 4 universités, dont 2 pluridisciplinaires, à savoir l'université d'Abomey-Calavi et l'université de Parakou, et 2 universités thématiques, à savoir l'université nationale d'agriculture et l'université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Les députés n'ont pas compris vraiment le choix qui a été fait. On a entendu dire que les centres universitaires de Kétou sont supprimés. Je confirme et je peux rassurer la population totale du Bénin, la population de Kétou, que les centres universitaires de Kétou demeurent à leur place et seront totalement terminés, même si le financement BID ne permet pas de tout terminer. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée dominicale. Au revoir.